Bonjour, nous allons nous attaquer aujourd'hui à un sujet important qui est celui de la grossesse et de l'allaitement pour les personnes sous traitement par méthadone. Alors, les objectifs, ils sont très clairs et très directs. Bon, de savoir conseiller et aider les personnes en cas de grossesse lorsqu'ils ont un traitement de substitution par méthadone, éclairer les choix et conseiller de manière honnête. Non, les personnes et les femmes addictes ne sont pas de mauvais parents. Oui, il est possible, en étant dans les addictions, de pouvoir s'occuper de manière correcte et adaptée d'une grossesse, d'un accouchement et de l'éducation de ses enfants. Il convient de mettre à la disposition de ces personnes les moyens d'éviter de se trouver dans l'univers anarchique des addictions. Un rappel, ce qui est le plus toxique, c'est l'anarchie de l'univers addictif. Alors, le plan est assez simple, quelques rappels quand même, parce que lorsqu'on parle de la méthadone et de la grossesse, il faut quand même rappeler la question du bénéfice-risque et de ce qu'on sait sur la question des addictions sur la grossesse. Je dirais ensuite les principales idées sur la méthadone et la grossesse, puis la question de la méthadone et l'allaitement. Alors, les addictions, grossesse. Eh bien, oui, l'usage de certaines substances, et de nombreuses substances, ainsi que les manifestations de sevrage ont des conséquences sur la grossesse, par exemple la cocaïne. Il est bien connu que la cocaïne, son usage expose à un risque de décollement placentaire et de mort fœtale, un retard de croissance, à une prématurité et des possibles malformations de la phase du système urinaire et du système nerveux. Tout ça a été décrit. De même pour les opiacés, euh, on a décrit un retard de croissance et des accouchements prématurés. Il ne faut surtout pas oublier les grands amis de la grossesse, l'alcool et syndrome d'alcoolisation fœtale, qui apparaît dès le premier verre, le tabac. Donc les risques, ils sont présents tout au long de la grossesse et en particulier au début de celle-ci. Enfin, il faut prendre en compte que ce ne sont pas seulement les substances qui, chez les patients addicts, sont responsables de difficultés lors de l'accouchement et ou de la grossesse, c'est aussi les conditions de vie comme les malnutritions, la précarité, la violence, les troubles psychiatriques associés. Alors, l'héroïne et la grossesse, eh ben, c'est quelque chose qui est bien connu. L'héroïne traverse facilement le placenta, et puis cette héroïne, eh ben, elle va donner des complications maternelles, et par exemple des bébés qui ont un poids plus faible et des troubles de la grossesse et de la croissance in utero. Bien sûr, les nouveau-nés vont souffrir de ce qu'on appelle le syndrome néonatal d'abstinence. Euh, il est décrit des problèmes de développement et chez les enfants nés de parents héroïnomanes, actifs, dans des conditions de précarité personnelle, psychologique et sociale, il n'est pas étonnant de décrire une surmortalité néonatale et de l'importance de la mort subite chez ces enfants. Donc tout ça pour rappeler que les grossesses chez les personnes qui sont à l'usage de substances illicites ou dépendantes d'opiacés sont des grossesses à risque. Mais ces grossesses à risque ne veulent pas dire mauvaise mère ou placement. Ces grossesses à risque, c'est une indication de prise en charge spécialisée et sûrement d'une prescription d'un traitement de substitution. Je rappelle quand même que les objectifs des traitements de substitution, c'est d'abord et avant tout le traitement et la prévention des risques et des dommages. Et donc, l'utilisation des traitements de substitution pendant la grossesse participe à la prévention des risques et des dommages liés à l'usage d'opiacés illicites, de conduite addictive dans des milieux précarisés et va donc permettre de prévenir une grossesse difficile, prévenir un accouchement difficile et peut-être bien de prévenir certains troubles du développement. Ça permettra bien sûr de promouvoir la santé et puis de prendre en charge les états de dépendance. Alors, quelles sont les données sur méthadone et grossesse? Ce qu'on peut dire, c'est que si on veut tracer et faire un raccourci, mais c'est un raccourci qui peut être utile, la majorité des données publiées sur la méthadone ne retrouvent pas d'éléments inquiétants et justifiant l'inquiétude qu'on peut avoir à prescrire ce type de médicament chez la femme enceinte. Surtout si on les compare à l'usage anarchique, l'usage illégal
et aux conditions de vie des personnes en dehors des traitements de substitution. Être sous traitement de substitution, ça permet pas mal de choses, ça évite les syndromes de manque, et les syndromes de manque répétés sous l'héroïne, eh ben, ça a des implications chez les personnes et aussi sur la grossesse et aussi chez le fœtus, bien plus important que ce qu'on croit. Ça va favoriser un suivi médical et obstétrical pour la grossesse, à la condition que les usagers puissent avoir accès à des systèmes de soins et des systèmes obstétricaux qui ne sont pas dans le jugement et plutôt dans l'accompagnement. Ça va bien évidemment réduire la consommation de substances illicites, et là, ça fait partie de la prévention des risques et dommages, et puis ça va aider les gens à exprimer leurs compétences, et en particulier leurs compétences maternelles qui ne sont pas du tout détruites par l'étiquette d'addict. Les traitements de substitution, bien sûr, ça expose au syndrome de sevrage du nouveau-né. Bon, c'est donc quelque chose qui devrait être anticipé. Le syndrome de sevrage des nouveau-nés, ça ne survient pas chez tous les nouveau-nés. Alors les chiffres varient entre 10 et 90%, on dit en moyenne c'est 50% des cas. Le syndrome de sevrage des nouveau-nés, c'est quand même quelque chose qui est connu, et qui est connu à la fois dans ses manifestations dans les maternités et dans les réanimations néonatales, et qui est connu des pédiatres et pris en charge sans difficulté majeure. Le retentissement en termes de développement des enfants sous le méthadone, là encore les données elles ne sont pas nombreuses, contrairement à ce qu'on croit, mais en tout cas les quelques données qu'on peut avoir, et le recul des équipes qui prennent en charge les usagers de substances psychoactives, c'est que finalement la part de la méthadone dans les possibles difficultés de développement est faible au regard des conditions de vie éducatives qui sont quand même des déterminants majeurs dans les difficultés de développement chez les enfants. Alors, si on prévoit une grossesse, eh ben, il n'y a pas de raison d'interrompre la méthadone. Et chez une femme enceinte, il est toujours possible d'initier la méthadone et l'utiliser quel que soit le terme de la grossesse. Bon, quelques éléments de pratique assez simples. Il faudra utiliser des posologies, surtout à la fin de la grossesse, en théorie plus élevées du fait de l'augmentation du volume de distribution. C'est pas inutile de fractionner les doses, je le redirai ensuite. Et puis, il faudra effectivement adapter de façon très régulière en fonction des signes de manque les posologies. Et plus on approche du terme, il faudra adapter ces posologies. Grossesse, méthadone, traitement de substitution, bah, c'est un b.a.-ba du métier. Hein, c'est travailler vraiment en articulation avec les équipes de maternité et pour permettre un accueil de qualité, un suivi de qualité de la maman et du nouveau-né, anticipant le syndrome d'abstinence fœtale. C'est quelque chose qui devrait faire partie actuellement de la prise en charge normale et habituelle, même si ce n'est pas toujours le cas, des usagers sous traitement par méthadone. Si on découvre une grossesse sous méthadone, eh ben, globalement, il faut laisser la grossesse agir, il faut rassurer la grossesse se dérouler, il faut rassurer les patients et l'entourage. Les risques malformatifs, ils sont pratiquement inexistants, en tout cas pas significatifs. Il est possible d'utiliser la méthadone et puis fractionner les doses, et là encore travailler avec la maternité pour permettre d'adapter le traitement de substitution et l'accueil du nouveau-né. J'ai mis cette publication qui est assez intéressante, qui montre que finalement plus on fractionne les posologies au cours de la journée, au cours du dernier trimestre, plus on va minimiser les manifestations de sevrage maternel, plus on rendra facile le rétablissement post-accouchement de la maman, plus on va protéger le fœtus contre les manifestations d'abstinence intra-utérine, et puis plus on améliorera la santé du bébé, et on va réduire la sévérité du syndrome fœtal d'abstinence. Donc là, c'est un élément d'avoir en tête, à mettre en pratique dans les maternités ou au cours des dernières semaines de grossesse. Méthadone à allaitement. Bon, la méthadone, ça passe dans le lait, ça passe 3% de la dose maternelle passe dans le lait. Bah, bien évidemment, le bébé aura un certain nombre d'effets liés à la prise de méthadone de la mère dans son lait. L'utilisation, elle est possible au cours de l'allaitement, c'est pas une contre-indication absolue, et malheureusement, les quantités dans le lait, elles ne sont pas suffisantes à elles-mêmes pour prévenir le syndrome de sevrage néonatal. Bon, il y a toutes des polémiques et des discussions au cours de l'allaitement d'une maman
utilisant de la méthadone. Là encore, c'est des discussions au cas par cas et il faudra faire très attention aux projections des soignants et aux fausses informations. Donc les points à retenir, ben, il vaut mieux être sous traitement substitution que dans l'enfer des addictions, ça c'est une évidence. La méthadone, c'est quand même rien du tout par rapport à la prise d'alcool sur une grossesse, il faut relativiser les choses. Et surtout, les toxicos et les mères, et les toxicos et les addicts, c'est surtout pas des mauvaises mères. Et la grossesse, eh ben, c'est bien un beau moment pour permettre des changements et aider au mieux les personnes dans les addictions. Je vous remercie de votre attention.